Ces 3 premiers épisodes nous envoient d'énormes promesses. Alors que la saison 2 avait réussi à élever son niveau, elle nous proposait des intrigues encore plus intéressantes, encore plus percutantes. Cette saison 3 met encore la barre plus haute. Elle nous propose 3 épisodes intenses. On reprend tout ce qui a marché et on fait la même chose. Les décors proposés rendent l'ambiance réaliste. La Tour Blanche et ses décors majestueux et à la fois anciens rappellent ce qu'elle a vécu. Quand notre groupe d'amis sont en ville, il y a des petites ruelles où le passage est difficile et énormément de figurants. Ça rend les décors vivants. Les décors sont beaux. Les montagnes, que ce soit à Deux-Rivières ou avant d'arriver dans le désert des Aïels, sont à couper le souffle. Il y a vraiment un excellent travail qui est fait au niveau de la photographie. Les effets spéciaux n'ont pas à rougir également. La bataille qui se joue à la Tour Blanche entre l'Aja Noir et les Aes Sedai sont très agréables à regarder. Comme la saison 1 et la saison 2, la saison 3 prend exactement les mêmes bases. Notre groupe d'amis ne sait décidément pas rester ensemble et se sépare de nouveau. Que ce soit pour retourner chez eux, comme Perrine accompagnée de Logier et des 2 Aïels qui ne servent actuellement pas à grand chose, que ce soit Rant qui doit accomplir son destin, il est accompagné de Moiraine et Lan qui cherchent à le canaliser, le surveiller de sa folie, et de Egwene qui cherche à le protéger de la folie et de Moiraine. Tout ce petit groupe est accompagné également d'une Aiel. Le dernier groupe qui reste est celui des Aes Sedai. Nynaeve et Elayne restent à la Tour Blanche accompagnés par Mat. Mat qui voit en elle la seule solution pour le guérir des souvenirs d'un ancien héros de Materen qui le hante. Ce premier épisode s'est ouvert sur le jugement de Landrine, qui est accusé de trahison et de comploter avec le Ténébreux. Très rapidement, on comprend que tout ne se passera pas comme prévu. Beaucoup d'Aes Sedai apprécient la dirigeante de l'Aja Rouge. Alors que la mère d'Amyrlin tente d'avoir des réponses en la torturant, en la brûlant, Landrine dévoile son plan et réussit à s'enfuir et forme l'Aja Noir. Un groupe dévoué à aider le Ténébreux. Landrine s'enfuit avec un bracelet capable de contrôler le dragon. Une scène de combat intense qui nous prouve que la série est capable de nous proposer des moments épiques. De mon côté, malgré les nombreuses morts, il manque quand même une mort tragique d'un personnage important. Elle aurait rendu cette scène encore plus émouvante et nous aurait permis de s'attacher émotionnellement à ce conflit. Landrine et son groupe d'Aes Sedai partent à la recherche d'un collier qui accompagnerait le bracelet et aiderait à couper le dragon de la source. Ils partent là où tout a commencé, à Tanchico, là où Landrine a fait naître son enfant dans un mariage forcé alors qu'elle-même était encore enfant. Cette intrigue nous permet d'en apprendre plus encore sur Landrine. Son jeu d'acteur était déjà incroyable dans les 2 premières saisons et surtout la saison 2 où elle avait un rôle encore plus important, mais dans cette saison 3, le scénario lui permet encore plus de nous montrer son incroyable talent. Elle prend plus de place dans l'intrigue, quitte à devenir même un des personnages principaux dans lequel on va pouvoir la suivre. Elle prend plus de pouvoir et d'autorité. Elle n'est ni noire ni blanche, elle pense juste que casser la roue du temps est vraiment la meilleure chose à faire. De détruire cette boucle infernale dans laquelle l'humanité s'est mise. Toute cette intrigue basée sur l'Aja Noir et le conflit d'idéologie avec la Tour Blanche est secrètement orchestrée par une rejetée qui risque de prendre toute son importance au fil de l'histoire. L'Aja Noir est partout et la mère d'Amyrlin pense que certains complotent au sein même de la Tour Blanche. Nynaeve et Elayne décident de rester pour faire leur devoir d'Aes Sedai, accompagnés par Mat et ses souvenirs qui le hantent. C'est dans ces lieux que la reine d'Andor ordonne à son héritière de revenir dans son pays. Elayne doit prendre une décision. On a affaire à une évolution de personnage important, un conflit intérieur entre son devoir pour le trône et son devoir pour les Aes Sedai. Elle décide de rester et souhaite passer les portes pour devenir l'une d'entre elles, et ce, sans rogner son héritage. On apprend au fil de l'intrigue qu'Andor est en danger et qu'un conflit peut éclater à tout moment, que ce soit par la reine elle-même qui menace clairement la Tour Blanche s'il arrive quelque chose à sa fille, ou par les rejetés qui se sont infiltrés au cœur même du lit royal. La mère d'Amyrlin, pour garder le contrôle sur ses 2 alliés, leur confie un rôle important au sein de la tour, la recherche de Landrine. Les 2 amis interrogent les Aes Sedai capturés lors du combat. Rapidement, ils comprennent les mensonges et c'est dans une facilité scénaristique qu'ils trouvent la trace de Landrine. Après une tentative d'assassinat et une réaction étrange d'une Aes Sedai que Nynaeve et Elayne décide de partir secrètement à Tanchico avec Mat qui est toujours hanté par les souvenirs. Et Min qui souhaite le protéger d'une vision qu'elle a eue précédemment où elle a vu Mat
pendu. Une intrigue très intéressante qui permet de mettre tous nos personnages en lumière. Il nous permet plus de complots, de batailles et des manipulations que les rejetés vont pouvoir mettre en place. Seule une rejetée souhaite protéger Rand. Lanfear est toujours amoureuse du dragon. Elle le hante dans ses rêves, elle le manipule pour qu'il soit qu'à elle, mettant même en danger Egwene. Rand part en direction des déserts d'Aiel. La série nous propose un nouveau conflit intérieur très intéressant. Pour accomplir son destin et sauver le monde, Rand Altor est dans l'obligation de canaliser le pouvoir. Ce même pouvoir qui le rend fou, à chaque fois un peu plus qu'il l'utilise. Il apprécie la douceur de celui-ci, mais également son amertume. Il arrive difficilement à le contenir et se fait corrompre petit à petit. Accompagné par ses camarades, ils finissent après un long parcours à atteindre le désert d'Aiel. Il peut être proclamé Caracal, celui qui vaincra les ténèbres. Avec ce titre, il espère obtenir une armée de combattants pour battre le ténébreux. Chaque personnage a son conflit intérieur dans cette intrigue. Egwene a ses souvenirs traumatisants à faire face. Tous les soirs, elle rêve du moment où elle était une damanée. Lanfear utilise ses traumatismes pour l'enfoncer encore plus profondément. Elle essaye même de la tuer dans son sommeil en l'étranglant. C'est dans ce troisième épisode que les révélations commencent à apparaître pour nous spectateurs. On découvre la manipulation des rejetés. Nos personnages également font des révélations. Ils découvrent qui se cache derrière leurs rêves traumatisants. Cette intrigue nous promet une bonne suite. Entre un nouveau trio amoureux entre Rand, Lanfear et Egwene. Lanfear qui veut posséder Rand jusqu'au bout. Rand qui veut absolument protéger Egwene. Et Egwene qui va devoir faire face à toutes ces révélations. Des révélations qui va prochainement bouleverser tout ce que l'on connaît entre Rand et Egwene. Tout ça accompagné de futures menaces dans le désert des Aiel. Perrin a également son conflit à régler. À la fin de la saison 2, notre héros avait tué d'un coup de hache le chef des 4 Blanches. On se doutait que l'intrigue de Perrin se passerait sur le thème de la vengeance. La série nous a pas fait attendre. Il est accompagné par Logier et 2 Aiel, qui ne servent pas à grand chose pour le scénario. Il souhaite revenir à ses origines, revenir à 2 rivières. Entre jolis plans et un lore qui se développe, ils finissent par y arriver. Les 4 Blanches sont déjà là, ayant promis protection et argent contre Perrin. Le petit groupe se cache et se retrouve avec la Aes Sedai qui a perdu un de ses 2 champions pendant la bataille à la Tour Blanche. Un passage qui n'a pas grand intérêt pour le moment si ce n'est nous faire comprendre à quel point les champions et les Aes Sedai sont liés. C'était quelque chose qu'on savait déjà. Entre-temps, les 4 Blanches sont déjà arrivés à 2 rivières. Ils sont à la recherche de Perrin. Perrin qui souhaite se rendre. Il ne veut pas que des proches à lui souffrent. Ce qui est totalement compréhensible. Un dialogue s'ensuit et il apprend que les 4 Blanches ont promis protection du village contre les Trollocs si Perrin venait à lui. Mais qu'est-ce que va advenir le village une fois que Perrin sera là, sera amené devant les 4 Blanches? Évidemment, la protection risque de partir et De Rivière se retrouvera seul à lui-même, livré à lui-même. Il prit donc la décision de rester et dans un discours simple qui nous permet de voir à quel point Perrin a pris de l'ampleur, confiance en lui. Et il réussit à convaincre le village qu'ils doivent rester unis et c'est que seulement ensemble, et même sans les 4 Blanches, qu'ils peuvent s'en sortir. Ils sont le peuple de Manetheren. Le peuple qui a combattu les ténèbres. Une intrigue qui semble bien moins intéressante comparée aux autres. Mais elle permet, mine de rien, de faire descendre la tension et qui sait peut-être nous promettre quelque chose d'encore plus gros, d'encore plus important. Ce n'est peut-être que le début. Cette saison 3 fait de grandes promesses avec ses 3 intrigues principales et toutes les menaces que nos héros vont devoir faire face. Cap Blanche, Aja Rouge, Aja Noir, Ténébreux et les Rejetés. Tous les gouvernements et les instituts importants sont déjà sous l'emprise de plusieurs d'entre eux. Cette fin d'épisode 3 nous envoie un message clair. Il y a complot. Il y a manipulation. Mais pas seulement en surface, même au sein même des rejetés. Ils ne s'entendent pas, ils ne sont clairement pas sur la même ligne, sur la même façon de penser. Je vous invite à liker la vidéo et à vous abonner si elle vous a plu et je vous dis à la prochaine. Ciao.